Donc, notre patient, il est sorti, il a été pris en charge, donc un traitement médical de sortie complet. Et comme vous savez, la réadaptation, c'est aussi une classe 1A dans la prise en charge des patients coronariens. C'est l'occasion de l'entraînement physique, c'est l'occasion de l'éducation thérapeutique, c'est l'occasion de l'ajustement du traitement et c'est l'occasion donc de corriger les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc notre patient va faire un programme d'entraînement physique à raison de 20 séances 3 fois par semaine. Il va certainement baisser son poids parce que la diététicienne, elle va le voir, elle va gérer son traitement médical, plutôt son alimentation. Et je vous dis que le patient marocain, c'est un patient qui prend 4 repas par jour. Bien sûr, équilibrer sa tension. Il est déjà sorti sous traitement, mais nous, en réadaptation, on va ajuster le traitement en fonction des chiffres tensionnels, certainement l'arrêt du tabac. Et un élément important, c'est gérer ce LDL. Il est à 1,5 g par litre. Donc, on doit taper fort pour le réduire à moins de 0,55. Alors, la diététicienne, elle l'a vu. Donc, il a un IMC à 28 pour un poids de 85 kg. Donc, l'objectif, il doit être à 75 kg. Donc, il a devant lui à perdre 12 kg pour être un IMC correct. Et sachez qu'en réadaptation, en fin du programme, je dirais uniquement le tiers des Marocains arrivent à perdre le poids. C'est très difficile parce que le programme s'étale sur 2 mois, 2 mois et demi. Alors 2 mois, 2 mois et demi, je dirais que le tiers des patients qui baissent leur poids, mais il y a des patients qui ne baissent pas, au contraire d'autres qui prennent du poids. Donc il faut s'acharner sur ce paramètre-là. Dans votre consultation, en aidant vos patients à perdre leur poids et aussi donc les motiver pour ça. Alors, les recommandations de l'ESC 2021 sont claires dans l'alimentation qui doit être équilibrée. Donc, on doit favoriser l'alimentation, le régime méditerranéen, une alimentation qui est riche en acides gras insaturés, réduire la consommation de sel, une alimentation riche en fibres, en fruits et en légumes, réduire la consommation d'alcool, favoriser la consommation des poissons et réduire la consommation des sucreries. Quand vous voyez, toutes ces recommandations dans les mesures hygiéno-diététiques et l'alimentation sont primordiales. C'est une classe 1A, voire 1B. Donc, il faut toujours éduquer vos patients et les motiver à une alimentation saine. Alors, pour le traitement hypolipémiant, donc comme vous savez, le LDL, comme a dit la dernière fois professeur Anes, c'est une molécule dense, hétérogène, de petite taille, donc c'est le principal ennemi. Donc pour pouvoir réduire ce taux de LDL, il y a le régime bien sûr, l'alimentation qui doit être équilibrée, la réduction de consommation des lipides, mais il faut connaître qu'il y a un certain nombre de médicaments hypolipémiants qui ont prouvé leur efficacité, leur tolérance en matière de la réduction du LDL et qui sont tous en recommandation classe 1 avec un niveau de preuve A. Donc, premier plan, c'est les statines. Donc, les statines à dose maximale tolérée pour viser un LDL aux objectifs. Donc, la dose maximale tolérée. Tapez fort pour les statines. Donnez les doses maximales, que ce soit la torvastatine 80 mg, la rosuvastatine 20 mg, la simvastatine 40 mg. Donc, il faut donner des fortes doses. Si l'objectif n'est pas atteint, si on n'est pas à l'objectif du LDL, surtout pour un patient coronarien qu'il faut être à moins de 0,55, ajoutez les éthymibes. Donc les éthymibes, il est aussi en recommandation classe 1. Et si la cible n'est pas atteinte, d'accord, en prévention secondaire, c'est le cas de notre patient d'ailleurs, c'est un coronarien, sous une dose maximale tolérée de statine et les éthymibes, ajoutez un anti-PCSK9. D'accord? Donc, c'est aussi une recommandation classe 1A. Pourquoi ils sont considérés comme thérapeutiques importantes et primordiales? Parce que quand vous mettez votre patient sous statine à dose modérée, vous n'allez réduire qu'à 30%. Donc, ce n'est pas suffisant. Intensité modérée, c'est-à-dire de la simvastatine 10-20 mg, ce n'est pas suffisant parce que vous allez réduire à 30%. Mais quand vous allez donner une statine forte intensité,
vous allez réduire à 50%. Donc ça, c'est un point important. Un autre élément important aussi, quand vous associez les étimibes à cette statine de forte intensité, vous allez réduire à 65%. Donc c'est une bonne chose. Mais quand vous allez donner un inhibiteur de anti-PCSK9 seul, vous allez réduire à 60%. Mais quand vous allez l'associer à une statine forte intensité, vous allez réduire à 75%. Mais quand il y a l'association des trois, on sera plus efficace en le réduisant à 85%. Donc, vous voyez, les différentes molécules, ils ont un effet synergique quand ils sont tous associés pour taper fort sur le taux du LDL. Alors, il y a des sociétés savantes, notamment la Société française de cardiologie, qui ont mis des diagrammes concernant la prise en charge des patients avec syndrome coronarien aigu. Donc, à l'admission, comme vous voyez, on fait toujours un bilan lipidique à l'admission des patients syndrome coronaire aigu dans les 12 heures. Alors, s'il est déjà sous traitement, avec une notion d'intolérance ou contre-indication. Alors, si les patients il est déjà sous statine, il faut donner une statine maximale tolérée plus les étimibes. Donc, d'emblée, donner de l'association. Si le patient n'a jamais été sous statine, donnez une statine de forte dose. Alors, si le LDL il est déjà supérieur à 0,70, ajoutez de l'ézitimib. Si votre patient, son LDL il est à moins 0,70, heureusement pour un coronarien, donc la statine forte intensité, elle peut être suffisante. D'accord? Donc, ça, c'est un diagramme établi par les sociétés savantes. Et j'ai apprécié aussi ce schéma parce qu'ils disent qu'à l'admission, une statine forte intensité et à la sortie, donner une statine forte intensité avec de l'ézitimib. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison à ne pas le donner à la sortie du patient. Et au bout de 4 à 6 semaines, il ne faut pas attendre 3 mois pour évaluer le LDL. 4 à 6 semaines. Évaluer si on est efficace, gardez la statine plus l'ézitimib. Et bien sûr, au bout de 2-4 mois, si le LDL reste supérieur à 0,70, associez un anti-PCSK9. D'accord? Et encore, au bout d'une année, si le LDL reste toujours supérieur à 0,55, donnez un anti-PCSK9. D'accord? Donc, il faut suivre, je pense, ce suivi du patient pour le taux du LDL pour être d'un côté aux objectifs thérapeutiques et taper de façon précoce sur le taux du LDL. Alors, toujours dans la stratégie de prise en charge en prévention secondaire, donc le patient avec un taux de LDL élevé, donc il faut définir l'objectif, donner la statine forte dose. Donc, si l'objectif il est atteint, oui, donc c'est bon, on va le surveiller. Si l'objectif n'est pas atteint, donnez de l'ézitimib. S'il n'est pas encore atteint, ajoutez de l'anti-PCSK9. Donc, vous voyez qu'il faut être optimal et il faut être précoce. Alors, pour notre patient, quel est le taux de son LDL? 1,5 g par litre. Il est situé où? Donc, c'est la troisième colonne. Donc, son LDL, il est entre 1,01 et 1,9. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui donner? L'association statine haute intensité plus l'ézitimib. D'accord? Donc, il faut être optimal chez notre patient. Et bien sûr, il faut faire un contrôle. Regardez, contrôle précoce du LDL au bout de 4 à 6 semaines après initiation. Et bien sûr, on vérifie la tolérance et l'efficacité. Et si il n'y a pas donc, de bons résultats, donc il faut amajorer, adapter le traitement et ajouter un anti-PCSK9 si nécessaire. D'accord? Donc, vous voyez que notre patient, il faut agir de façon forte en associant une statine forte dose plus l'ézitimib. Alors, voilà son traitement. Donc, notre patient, au cours du programme de réadaptation, il est sorti sous atorvastatine, donc qui n'a pas été efficace. Donc, on a changé pour une rosuvastatine plus l'ézitimib avec une dose de 20 pour la rosuva et l'ézitimib 10 mg. On a gardé bien sûr l'adapt. Et pour sa tension, il était sous inhibiteur calcique. On a choisi donc de faire l'association IEC-amlodipine à une dose de 10 sur 10 mg et un bêta-bloquant.
Alors, quelle est l'évolution de notre patient? Donc, il va bien, il est asymptomatique, il ne fume plus, donc c'est un point qui est très important, il a arrêté de fumer, sa tension elle est équilibrée, il est à 130 sur 70 de tension artérielle, et heureusement, il a pu perdre du poids, donc il est passé de 85 à 79, donc il a perdu 6 kilos, donc ce n'est pas suffisant, mais il doit encore faire de l'effort. Un élément très important, c'est le LDL. Donc on a pu être à 0,59, mais on n'est pas encore aux objectifs. D'accord? Ça, c'est au bout de 3 mois. Et quand on a vu sur les diagrammes, 2-4 mois, donc 4 à 6 mois, on peut attendre un petit peu, mais soyez sûr, s'il n'est pas encore inférieur à 0,55, on va penser à donner de l'anti-PCSK9 en association avec la statine et les éthymides. Donc voilà. Pour conclure, je dirais que l'athérosclérose, c'est une maladie évolutive. La prise en charge doit être optimale et précoce. Et bien sûr, il faut savoir qu'un traitement hypolipémiant doit être efficace et intense et bien sûr être aux objectifs le plus tôt possible. Donc voilà, c'est la fin du cas et je ne sais pas s'il y a des questions donc, à poser concernant ce cas clinique. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Donc, dans votre pratique courante, est-ce que vous êtes satisfait du taux de LDL de vos patients? Yak. Non. Voilà, donc il faut penser à être intensif sur le plan thérapeutique. Sachez que ce LDL, c'est un véritable ennemi et il faut taper fort. N'hésitez pas à donner les statines forte dose et en association avec les éthymides. Pour l'anti-PCSK9, ça existe au Maroc, c'est le Repata, c'est une injection 2 fois par mois, d'accord, tous les 15 jours, mais le prix il reste encore élevé, c'est les 4000 dirhams et le remboursement, d'accord. Mais il y a des patients auxquels on sera obligé de donner aussi cette molécule. Donc la parole au professeur Alami. Merci beaucoup, professeur Mouaïm. Je crois que c'est un joli cas avec de bons messages très intéressants. Un message qui est capital, c'est d'arrêter de fumer. Quand on a un stent, il faut toujours arrêter de fumer. Mais quand on a un stent, alors il faut se fâcher avec les malades qui continuent à fumer. Cet après-midi, j'ai eu un malade qui est venu me voir, qui a eu un stent, ça ressemble à ça, qui continue à fumer et qui a eu une douleur hier soir. J'ai hésité à faire la troponine. En faisant la troponine, elle est élevée. Maintenant, sur l'autoroute, en arrivant, on me dit ça fait là. On lui a fait son cathé et il a retrombosé son stent et on a remis un stent sur stent. Et il continuait à fumer. Donc je crois qu'il faut être très strict, méchant, à la rigueur dire aux malades, il a prédéterminé, certaines malades parce que de toutes les façons, vous verrez, surtout si vous êtes dans le privé, on vous dira, écoute, un petit peu de bref, et puis je suis encore malade, j'ai encore fait une attaque cardiaque. Mais c'est ta faute, tu continues à fumer. Donc la cigarette est thrombogène. Et déjà, on lui donne des antiagrégants. Et le stent est très thrombogène. Le stent facilite la thrombose. Et pour se thromboser. Donc, la cigarette est très dangereuse. C'est un message très important. Un deuxième message, surtout quand vous avez des personnes à la cinquantaine qui ont fait une maladie coronaire, un stent, ils ont l'impression, après le stent, qu'ils sont guéris. Alors, le vrai problème, c'est qu'il y a un tuyau bouché, ça fait. Et c'est pour ça que la conclusion de Mme Mouaïm est très bien. La phrase, c'est une maladie qui évolue. Il faut que chez vos malades, vous leur passez le message. La seule différence, c'est واش غيمشي بزربه ولا غيمشي بشويه. إلا حديتي les facteurs de risque, vous prenez vos médicaments, la maladie va évoluer lentement, vous faites rien, ça va très vite. C'est ça le message que vous devez avoir avec vos malades. Merci et puis
On donne la parole à professeur Gregor pour le cas clinique. Merci. Merci, cher maître. Donc, cher maître, chers collègues et amis honorables d'assistance, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de participer au troisième workshop avec les cas cliniques. Donc, professeur Mouhil a parlé de la prévention secondaire. Moi, je vais traiter la prévention primaire. Donc, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment prédire, prévenir, prévoir l'événement cardiovasculaire chez un patient en bonne santé, chez un patient asymptomatique, apparemment sain. Et donc, on reçoit chaque jour dans notre consultation, que ce soit endocrino ou cardio, des patients qui viennent en bonne santé pour un autre problème. Et là, donc, quand le patient il est facilement, je dirais entre guillemets, classable, très haut risque, diabétique, hypertendu, obèse, etc., le problème est réglé. Je sais qu'il est à très haut risque, je prends les mesures nécessaires, je démarre la thérapeutique, pas de souci. Le problème, c'est quand mon patient, je dirais, est à risque intermédiaire ou à faible risque. Et je dis toujours, mes collègues endocrinos le savent, j'aime beaucoup ce bouquin d'André Mauroy qui dit « Toujours l'inattendu arrive ». Et donc, toujours le patient qui est diabétique, qui est hypertendu, qui est tabagique, comme a dit le professeur Alami, qui est, je dirais, obèse, qui est dyslipidémique, toujours l'inattendu arrive. On va voir ça à travers ce cas clinique d'une patiente de 48 ans, sage-femme, originaire de l'Arab, habitant d'Angers. Elle est célibataire. Elle a une notion de psoriasis suivie par un rhumatome privé. Elle a une notion de tendinite de l'épaule gauche avec un tabagisme chronique de 25 paquets années et un frère pentel à l'âge de 55 ans. La symptomatologie remonte à 2023, plus précisément à septembre 2023. Donc, pendant l'été, la patiente a pris pratiquement 10 kilos. Elle a commencé à faire des gonalgies, des lombalgies. Bref, elle a consulté son rhumato qui lui a demandé de perdre du poids. Elle a essayé plusieurs régimes sans résultat. Elle a consulté un médecin généraliste qui fait de la nutrition. Il lui a dit « Bon, peut-être vous avez une insulinorésistance, machin chouette. Peut-être que vous avez une dysautonomie, il faut consulter docteur Guérin. » Donc, elle est venue me voir pour un problème de dysautonomie. Quand j'ai commencé à faire l'interrogatoire, donc elle est venue pour un autre problème. Quand j'ai commencé à faire l'interrogatoire, la patiente avoue qu'elle est sédentaire. Bien sûr, elle m'a donné toutes les données que j'ai partagées avec vous, mais elle m'a parlé d'une douleur, je dirais, intermittente, je dirais sous-claviculaire gauche et irradiant vers la partie supérieure du bras gauche. Pour la patiente, elle l'a mis sur le compte de la tendinite. Et elle, par, je dirais, phobie, elle a même fait une mammographie, échographie, elle a cru qu'elle a quelque chose au niveau du sein. Elle n'a pas pensé au cœur. C'est une sage-femme. Bon. L'IMC à 28, tension 120-70, le reste sans particularité. Elle n'est pas diabétique, ni prédiabétique. Elle a une fonction rénale correcte. Elle a un LDL à 1,61, des triglycérides à 2,56. Elle a une CRP à 10. Et donc, comment prédire son risque vasculaire? À votre avis, si je veux la classer selon les 3 catégories que nous avons vues sur la slide de l'introduction, est-ce qu'elle est au niveau du vert, de l'orange ou du rouge? L'orange, oui. Le rouge, oui. Bon, on a été basique.
on a fait le score 1. On a trouvé qu'elle a moins de 3% parce que le score évaluait le risque fatal à 10 ans. Donc, bien sûr, ça, je l'ai fait avec un cardio, un ami, parce qu'elle est venue de Tanger, je l'ai réadressée à Tanger pour voir un cardiologue, parce qu'il n'était pas suivi en cardio. Donc, on a fait le score. L'indication, c'était le régime. D'accord. On a fait le score 2. Elle est tombée dans le risque intermédiaire. En première intention, lifestyle. En deuxième intention, si pas l'objectif, statine. À votre avis, quelle serait votre attitude, que vous soyez endocrino ou cardio, face à ce LDL de notre patiente? Est-ce que vous allez rien lui dire? Elle vient vous consulter pour un autre problème, vous la prenez en charge. Est-ce que vous allez lui prescrire des mesures régionodététiques, des mesures régionodététiques avec une statine faible intensité, des mesures régionodététiques avec une statine moyenne intensité ou forte intensité? Patient asymptomatique, bien portant, tout ce que vous voulez. À votre avis? Comment? Mesures régionodététiques, d'accord. Donc, vous avez raison, avec les mesures régionodététiques, je peux gagner jusqu'à 71% du risque cardiovasculaire. On a déjà vu ça. Donc, mais est-ce que c'est suffisant selon notre patiente pour son profil? Donc, quel serait votre objectif pour cette patiente? Est-ce que de réduire le LDL de 50%? Est-ce que de cibler moins de 0,55? Est-ce que moins 0,70, moins de 1 gramme ou moins de 1,16? Qu'est-ce que vous allez viser? Le 1? Le 1, moins de 1,16. D'accord. Figurez-vous, cette patiente avait une artère bouchée et 2 artères malades, une bouchée et une pratiquement sténosée. Et heureusement qu'elle a consulté le cardio, elle a été prise en charge sur le plan angioplastie et la prise en charge complète. Donc, si on prend en considération les recours de 2016, on allait prescrire l'intervention thérapeutique, c'est un pourcentage avoisinant les 20%. Si on adopte les recommandations de 2019, toutes les deux adoptant le score 1, qui a mis notre patiente dans le faible risque. Très bien. Donc, pratiquement 30% des patients, tandis qu'avec le score 2 appliqué pour les recommandations de 2021, on a plus de 60% des patients qui vont être pris en charge sur le plan dyslipidémie. C'est un point très important. Deuxième point, il y avait beaucoup de femmes avant, et j'insiste sur ça, sous-diagnostiquées, non diagnostiquées. Et donc, les recours de 2021, ils ont permis, je dirais, l'égalité homme-femme en matière de diagnostic et bien sûr de prise en charge. Toujours dans notre cas, pour expliquer, je dirais, cette évolution de cette maladie, de cette athérosclérose, comme a dit professeur Najet, on a, je dis toujours, et je le redis, je préfère les recours canadiennes. Regardez, les recours canadiennes prennent en considération le stress, les facteurs héréditaires, la sédentarité, donc ils prennent d'autres facteurs de risque par rapport aux recommandations européennes. Et là notre patiente, c'est une sage-femme, elle travaille la nuit, qui a 48 ans, minimum elle a 20 ans et quelques de travail, et comme vous pouvez voir, un très haut risque génétique avec un bon mode de vie, un bon style de vie, pas de travail pénible, pas de stress au travail, pas de stress socio-professionnel, pas de travail de nuit, est meilleur par rapport à un faible risque génétique avec un lifestyle, je dirais, pénible.
Et donc ça, c'est un modificateur de risque que pas mal de recommandations ne prennent pas en considération. Et comme on a déjà vu, il y a un rajeunissement de la survenue de certaines pathologies parce qu'on a plus d'effets de ces modificateurs de risque. D'ailleurs, l'OMS, elle parle d'environ 750 000 décès par an d'origine cardiovasculaire suite à la pénibilité du travail. La lipoprotéine petit a. Chez notre patiente, elle a été dosée. Elle était à 0,72. Et, comme vous pouvez le voir, une lipoprotéine petit a supérieure à 0,5, regardez le risque, est très élevé. C'est un modificateur de risque que les Canadiens prennent en considération, que les autres ne le prennent pas en considération. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la lipoprotéine petit a fait partie du LDL parce que, comme on a vu, c'est une molécule d'LDL avec une ApoA. Et surtout chez les personnes avec une histoire familiale précoce, il faut toujours suspecter la participation de la lipoprotéine petit a au risque cardiovasculaire. Et, comme vous pouvez voir, quand vous tapez fort avec une statine et vous n'impactez pas le LDL, il faut penser à la lipoprotéine petit a. Un autre point, le frère Panté. Je vais vous dire un autre truc que la patiente m'a dit lors de la consultation après l'événement. Elle m'a annoncé, qui ne m'a pas dit la première fois, que sa mère a eu 3 AVC. À un âge de 75 ans, elle a eu 3 AVC. De suite. Donc, imaginez. Et quand on compare le registre français au registre américain, après le tabac, et notre patiente, elle a 25 ans de tabagisme, on a l'hérédité coronaire qui vient en 2e position. Et que, comme je vous ai dit, les recommandations européennes ne prennent pas en considération. Et c'est un point très important. Des fois, l'interrogatoire, c'est la génétique du pauvre. En poussant l'interrogatoire, on peut avoir des données qui peuvent nous orienter, qui peuvent vraiment bien élucider le vrai statut de notre patient sur le plan risque cardiovasculaire. La CRP, le psoriasis, le fond inflammatoire avec lequel vit notre patiente, c'est lui aussi un modificateur de risque. Des fois, on voit des CRP à 8, à 12, à 9, bilan, après bilan, on voit des CRP comme ça. Eh bien non, figurez-vous qu'une CRP élevée avec un LDL élevé, le risque d'événement est supérieur à une CRP basse, normale, avec un LDL à l'objectif. Regardez la différence. Et selon le risque américain à 10 ans, plus la CRP est élevée, plus le risque, avec une analyse multivariée, est élevé, avec, bien sûr, le taux d'LDL. C'est une association, je dirais, significative. Plus on a la CRP élevée, plus on a le taux d'LDL élevé, plus est le risque d'événements cardiovasculaires. En conclusion, la prise en charge de la dyslipidémie, surtout en prévention primaire. Certes, il faut toujours être à jour des recommandations, mais on est des médecins, la globalité. Il faut prendre en considération les modificateurs de risque, l'hérédité, le stress socio-professionnel, les maladies concomitantes. Et surtout, et là j'ouvre une parenthèse, pour le personnel médical et paramédical, des fois une douleur, il l'a mis sur le compte de tendinite, alors que c'est une douleur, je dirais, d'origine cardiaque. Et bien sûr, il faut toujours équilibrer le LDL, il faut toujours l'avoir à l'objectif, il faut toujours l'écraser,
Il ne faut pas arrêter le traitement une fois on atteint l'objectif du LDL. Et je vous remercie. Des questions? Donc j'enchaîne avec la présentation de mon maître professeur Araki. Elle est malade. Donc sur l'éducation. Donc nous avons vu la prévention secondaire par le professeur Najat Moïse, la prévention primaire. Là, on va voir l'éducation et surtout en cas d'hypertriglycéridémie. Et donc là, c'est le cas clinique d'une patiente, Fatima, donc, qui a un BMI à 31, qui a une tension à 150 sur 85 mm de mercure, une glycémie à jeun à 40, un LDL à 1,02 et des triglycérides à 5,2. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette patiente? Qu'est-ce que vous pouvez retenir comme diagnostic? Oui. Quoi d'autre? Obèse, oui. Oui, syndrome métabolique, mais détail. Est-ce qu'elle a tous les critères? Est-ce qu'elle a tous les critères? Est-ce qu'elle a un syndrome métabolique modéré? Est-ce qu'elle a 3 critères sur 5? Qu'est-ce qu'elle a comme critères? Comment? Les triglycérides, d'accord. Donc elle a la dyslipidémie. Quoi d'autre? Elle a l'hypo-HDLémie, elle a l'hypertriglycéridémie. L'acheter, hein? Elle est hypertendue. Quoi d'autre? Elle est obèse, comme a dit notre collègue. Tour de taille. Très bien. Et comment? Triglycérides, ça a été dit. Comment? Hyperglycémie. Quoi d'autre? Hyperglycémie. Elle est diabétique. Voilà. Donc, c'est une patiente obèse, hypertendue, diabétique, avec des valeurs élevées de LDL et de triglycérides. D'accord. Si on veut définir selon les 3 catégories, verte, orange ou rouge? Rouge. Clair? D'accord. Donc, qui dit rouge, automatiquement, on sait les objectifs de LDL et de triglycérides. Comment on va les atteindre? Tout d'abord, cette patiente, pour l'obésité, elle doit perdre du poids. Très bien. Elle doit faire des mesures hygiéno-diététiques et faire une activité physique. C'est logique. Et là, sur les triglycérides, c'est prouvé. Donc, réduction de plus de 70%, réduction de plus de 70%, et bien sûr, réduction de plus de 30%. Et donc, on peut agir comme la slide que nous avons vue pour la prévention primaire, avec des mesures hygiéno-diététiques, alimentation équilibrée, arrêt de tabac et activité physique, on peut réduire de 70%, 71% le risque cardiovasculaire. Et donc, la suite. Qu'est-ce que je dois? Je dois prendre en charge cette patiente sur plusieurs volets. Donc, si on parle d'éducation, on va faire l'éducation de la patiente, mais aussi on doit peser nos mots. Donc, il ne faut pas faire de jugement, il faut être neutre. Il ne faut pas stigmatiser. D'accord? Et surtout, centrer sur le patient. Je m'explique. On donne un exemple. Diabétique, hypertendu, dyslipidémique et obèse. Vous allez finir par un arrêt cardiaque, par mourir. Vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Est-ce que la patiente va adhérer à ma prise en charge? Est-ce que la patiente va revenir me voir maintenant? Elle ne va pas revenir me voir. D'accord? Donc, un point très important, c'est il faut optimiser, il faut encourager, il faut accompagner, il faut encadrer la patiente. Donc, travaillons ensemble pour élaborer un plan, pour gérer
ces maladies parce que pas mal de gens qui ont ces maladies, on a pu, avec un bon contrôle de ces maladies, avoir une espérance de vie meilleure, une qualité de vie meilleure, etc. Des fois, on dit maladie déséquilibrée, ou on dit au patient, vous êtes déséquilibré. Mais est-ce que c'est le patient qui est déséquilibré? Des fois, on dit, vous avez une mauvaise tension. Oh, le patient, il regarde dans les yeux du médecin. Il est influencé par ses grimaces, par ses réactions. Oh, 9% d'hémoglobine. Oh, et le patient est influençable parce que il vient chez un médecin. Il vient chercher le traitement, l'assurance. Et donc, maladie non contrôlée. Ce n'est pas vous êtes déséquilibré. La tension ديالك خايبة. كيفاش la tension ديالك خايبة? D'accord? Les chiffres ne sont pas à l'objectif. C'est un point très important. Il faut peser les mots sur les mots. Et donc, il ne faut pas stresser le patient dans le mauvais sens. Il faut le motiver. C'est un point très important car pour contrôler la maladie, la contribution du patient est importante. Et si on n'utilise pas les termes médicaux, je dirais simples, pas agressifs, et qui font véhiculer le message, on aura un résultat meilleur. Donc sur le plan nutrition, dans notre contexte marocain, il faut privilégier les repas marocains. Je ne peux pas dire à un patient marocain, il faut manger, je ne sais pas, le poisson qui est en Australie. Des fois, je vois des menus délivrés par des nutritionnistes. Mais le régime, il veut adhérer à le régime, des ondes de fromage, des fois, d'accord? Donc, notre cuisine marocaine, alhamdoulilah, elle est variée, elle est riche, et elle fait l'affaire très très bien, de manière très complète. Donc, le contrat d'éducation, le patient vous dit ce que je sais, ce que je fais, ce que je peux savoir, ce que je veux faire. C'est une décision collégiale. C'est une décision collégiale. Donc tout d'abord, la maladie. Des fois, le patient il est diabétique, mais il n'a pas de symptômes. Des fois, le patient il a la dyslipidémie, mais il n'a pas de symptômes. Des fois, il a une tension à 15, il n'a pas de symptômes. Et donc, la génétique, l'interrogatoire, l'hérédité familiale, l'environnement, ce que nous venons de voir, une sage-femme, un travailleur qui travaille la nuit, un travail stressant, un résident en endocrinologie à l'hôpital militaire. Donc, il faut prendre en considération ça, d'accord? Et, bien sûr, le patient va vous dire « mon alimentation ». Qu'est-ce que je vais faire sur le plan diététique et l'activité physique. Je ne peux pas demander à une patiente qui a 70 ans de faire le jogging chaque jour d'une heure et demie. C'est un point très important. Je dois adapter à mon patient. Et bien sûr, les résultats avec des objectifs à 3 mois. Si je veux définir l'efficacité, c'est quand je me fixe des objectifs et je leur octroie la durée nécessaire pour leur réalisation. Je ne peux pas demander, par exemple, à un architecte de construire un immeuble de 17 étages en une semaine, même s'il a tous les matériaux nécessaires. Il ne sera pas efficace. Et donc, automatiquement, ce n'est pas la faute au patient, c'est la faute aux objectifs que j'ai fixés et à la durée
qui n'étaient pas suffisantes pour les réaliser. Et la durée standard, c'est 3 mois. Et donc, dans notre contrat, la patiente, elle est obèse, elle est diabétique, elle est hypertendue et elle a la dyslipidémie. D'accord. Donc, elle doit savoir les maladies qu'elle a. Donc, sur le plan alimentaire, donc, elle doit diminuer les quantités, diminuer les fritures, diminuer le sel, de manière sommaire. Éviter. Comment? Voire éviter. Voire éviter. Donc, tout d'abord, voilà, on fait face à quoi? Voilà les moyens par lesquels on pourra agir et on pourrait agir sur ça. Ensuite, l'activité physique, 30 minutes par jour de marche. Elle peut faire ses courses, elle peut la faire juste à la maison en faisant le ménage. Donc, quelque chose qui est accessible. La patiente pesait 90 kg et avait une hémoglobine glycée à 7,5. Donc, les objectifs à 3 mois de perdre 3 kg, chose qui est faisable. D'accord? Je ne vais pas lui dire 67 kg. Elle ne va pas faire une sleeve. Elle va faire un régime. Donc, je ne peux pas faire de l'ovorpromazine. La patiente ne pourra pas faire ça. Elle ne va plus revenir vous voir. Soit elle va avoir honte parce qu'elle n'a pas honoré l'engagement qu'elle a fait avec vous, soit que ça va être pour elle beaucoup difficile à réaliser, donc elle va chercher un autre médecin. Et bien sûr, l'hémoglobine glycée, moins de 7%. Les médicaments, la patiente était sous metformine, statine, IEC. Et en cas de problème, en cas d'hypoglycémie, qu'est-ce que je fais? C'est un point très important. Ainsi de suite. Donc, il faut envisager certaines situations à problème pour que le patient ou la patiente sache comment les gérer. C'est un point très important. Des fois, on peut prescrire les médicaments, mais on ne donne pas aux patients les outils d'utilisation. En conclusion, les profils patients et les objectifs en fonction des profils patients. C'est un point très important. Et bien sûr, c'est une décision partagée. C'est une décision collégiale. Je ne dois pas mettre tous les œufs dans le même panier. Chaque patient est un cas à part. Je dois lui donner les conseils, les recommandations, les thérapeutiques à suivre qui peuvent être réalisées, suivies par le patient. Et bien sûr, toujours écouter le patient dans un climat de confiance sans utiliser des mots qui pèsent trop sur les épaules des patients. Et je vous remercie. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. 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 Mais le diabète, elle avait une hémoglobine glycée à 7,5. Le diabète ne peut pas expliquer ou trop expliquer cette hypertriglycéridémie. Quand vous avez un diabète très déséquilibré, on peut expliquer l'hypertriglycéridémie à 5 par le diabète. Mais à 7%, le diabète est peu contribuable à cette hypertriglycéridémie. LDL est calculé parce que... Oui. Il est à 1,01, je pense, ou 1,02. Comment?
Le LDL, il est calculé. Comment? C'est pas de la formule de Friedland. Oui, oui, oui. Mais là, Est-ce que la statine est efficace dans les hypertriglycéridémies? Oui. On donne. Actuellement, les fibrates, ils sont vraiment abandonnés en matière d'hypertriglycéridémie. Comment? Ils n'ont plus de place actuellement. C'est que les statines. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup, professeur. J'ai une question à propos des patients qui n'ont pas des sujets qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. Oui. L'objectif de LDL. Les patients qui n'ont pas de risque. Ouais. Est-ce qu'il existe? Des sujets qui n'ont pas de risque cardiovasculaire. Normal. Est-ce qu'il existe des personnes qui n'ont pas de risque? Ils ont un faible risque cardiovasculaire. Parce qu'il n'y a pas un patient qui n'a pas de risque. C'est comme pour le diabète, il n'y a pas de risque zéro. Non, ils ne sont pas diabétiques. Non, Normal. je parle du risque des patients, pour vous, sains. Ça, ouais. D'accord? Si je vous dis, par exemple, les patients décédés lors du Covid ou lors des AVP, on leur fait des dissections et on trouve des artères sténosées. Alors, ils sont jeunes, ils ont 22 ans, 25 ans. L'athérosclérose, il commence à un âge déjà jeune, très jeune. C'est une maladie évolutive. Et elle évolue à bas bruit. Mais quelles seraient les plaques friables, rupturables, vulnérables? C'est ça la question. Et quand elle va se rompre, cette plaque? Donc, pour parler qu'il y a un risque zéro, il n'y a pas. Mais pour les patients qui ont un risque faible, là, on peut parler d'un objectif selon le QCM que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pour dire qu'un patient, il n'a pas de risque cardiovasculaire, il n'existe pas. Parce que si on introduit dans notre raisonnement les risques modifiers, les modificateurs de risque, par exemple, un patient en bonne santé qui a 22 ans, mais son père a fait un AVC à 55 ans. Là, il a une hérédité. D'accord? Une femme qui a 30 ans, mais comme on a vu, une sage-femme. Donc, on a vu qu'avoir une génétique défavorable avec un bon style de vie est meilleur, mais toujours il y a un risque, mais est meilleur par rapport à le cas contraire. Mais il y a toujours un risque. D'accord? D'autres questions? Donc, je vous remercie. Et la parole à professeur Manon. Merci, professeur Anas, pour ces deux cas cliniques très intéressants qui ont soulevé plusieurs questions, plusieurs remarques. Alors, on est à la fin de cette session, de ce workshop. J'espère que ça a été instructif, que vous avez appris des choses, aussi bien nos résidents cardio qu'en endocrino. Et je ne sais pas si le professeur Lalani est là pour le mot de clôture. Sinon, donc, j'invite l'ensemble de la présence donc, au dîner. Merci.